ça y est, je démarre donc. Eh ben, merci, bienvenue, merci d'être venu m'écouter. Donc je vais parler d'un sujet qui est à la mode, l'AI et plus précisément Generative AI. Donc vous étiez peut-être à la keynote de Monsieur Davy, j'ai oublié son prénom, Olivier, je crois, Olivier Davy ce matin, très enrichissant. Donc moi je vais me concentrer sur la Generative AI. Et ce que je vous propose, c'est de naviguer avec moi, de découvrir un peu, j'étais dans le talk sur les caps sous-marins, donc on reste dans la métaphore maritime, les eaux parfois pas très claires, voire troubles. Qu'est-ce que ça veut dire open ou open source pour un modèle de langage en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Naviguer entre propriété commerciale et ouverture collaborative ». Et on va essayer de voir à peu près qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quoi. Mais avant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Raphaël Sémété. Je travaille chez Worldline, où je suis responsable de l'activité d'Evrel. Je suis architecte senior, expert open source. J'ai beaucoup traîné dans les milieux open source. En fait, Internet et open source, j'ai découvert ça moi quand j'étais étudiant en école d'ingénieur en 94. C'était le début. Moi, j'étais dans une école de télécom. Donc les caps sous-marins, c'est pour ça que je suis venu écouter ça, ça m'intéressait beaucoup. Je dis waouh, le fait d'interconnecter des réseaux ensemble, c'est un truc, ça va devenir dingue. On va mailler le monde et tout, on va faire un truc de fou. Et en plus, il y a l'open source qui arrive, une manière de développer des choses de manière collaborative, pouvoir réutiliser le travail des autres et augmenter le résultat commun. Waouh, ça va changer le monde. Moi, je veux travailler là-dedans. Donc c'est ce qui s'est passé. Je travaille dedans. Donc je suis rentré en 99 chez Atos et puis après Worldline. Je suis basé à Paris. Mon surnom, c'est Yogeek. C'est pour ça qu'il y a une espèce de singe ici. C'est parce que je suis aussi pratiquant et professeur de yoga. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez avoir ici, des adresses, si vous voulez me suivre, me lire, me regarder ou m'écouter sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai dit que je travaillais chez Worldline. Donc, on va faire un petit test. Si vous avez déjà entendu parler de Worldline, est-ce que vous pouvez lever la main droite, s'il vous plaît? Ouais, bon, on est dans le Nord, hein, c'est clair. Bon, il y a le centre de Seclin qui est bien connu, c'est très clair. Donc, je ne vais pas passer trop de temps. De toute façon, ce n'est pas l'objectif de la presse ici. Donc, Worldline, c'est une société européenne, voire mondiale, spécialisée aujourd'hui dans le paiement, mais pas que, qui fait de la transaction à haut volume, contraint, régulé, etc. Dont le paiement, mais il peut y avoir aussi des choses dans le domaine de la santé, etc. Et on est présent dans 40 pays, etc. Bon, bref, vous l'avez compris, on est les meilleurs. Bon, voilà, comme toutes les des entreprises qui se présentent. Donc on va refaire un exercice. Donc maintenant, qui c'est qui connaît Worldline? Normalement, tout le monde doit lever la main droite. Levez bien la main, gardez-la en l'air. Hein, gardez-la en l'air. Maintenant, si vous savez ce que ça veut dire LLM, levez la main gauche. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Large Language Model, donc des grands modèles. Non, mais levez bien les deux mains. Et donc maintenant, vous joignez les doigts et tendez les paumes vers le haut, là. Inspirez profondément. Voilà, reculez un petit peu. Vérifiez que vous étendez bien l'avant du corps, là. Et sur l'expiration, lentement, vous redescendez les bras. Ah, je vous ai dit que j'étais prof de yoga, voilà. Bon, alors le but, c'est pas de faire du yoga ni de parler de Worldline, c'est bien de parler de LLM. Donc, merci d'être là. Donc, les LLM, donc on a vu, les AI, c'est une histoire qui remonte quasiment au début de l'informatique. Hein. Dès le début, on a voulu reproduire en fait la manière dont on pensait que l'humain fonctionnait, notamment son cerveau. Et donc, c'est ça qui a donné l'informatique et une certaine manière. Donc, il y a eu plusieurs hivers de l'AI, on y croyait, ça a changé le monde, puis c'est tombé en hibernation, c'est revenu, etc. Là, je vais me concentrer sur la Generative AI et plus précisément sur les langages de modèles. Donc, dans les années 2010, il y avait déjà des langages de modèles qui existaient. Donc, quand on parle de langage, on parle de sémantique. L'idée, c'est d'arriver à, comme l'a expliqué Monsieur Davy plus tôt, c'est transformer finalement des mots en objets mathématiques dans des vecteurs, dans des espaces vectoriels avec plein de dimensions. Okay. Donc la notion d'embedding. Et donc il y avait déjà des modèles comme Word2Vec ou Glove qui existaient, mais qui étaient relativement limités, surtout si on les compare par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Okay. Tout a changé en 2017. Avec la publication par Google Research, d'un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need, et qui décrit une nouvelle manière de gérer tout ça.
avec la notion de transformer, donc un type d'architecture pour des réseaux de neurones, et puis avec des encodeurs, des décodeurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a tout changé. Et en 2018, commencé à implémenter cette architecture-là. Ça a donné, dans les années qui ont suivi, et donc il y a quelques années, là il y a 2-3 ans, à toute la hype qu'il y a eu autour de la GenAI, et notamment pour le grand public, la sortie de ce chat GPT et puis d'autres usages de ce type-là, où vraiment là, ça a été adopté par la majorité, et c'est en train de changer les usages. On l'a vu, Monsieur David nous a expliqué comment déjà dans les entreprises, ça va profondément changer les choses. Pas forcément radicalement, mais à des petits endroits, on voit que voilà, la GenAI trouve sa place. Ça évoque aussi, ça c'est quelque chose qu'il a évoqué, puisqu'il l'a expliqué, que les modèles, ils n'ont pas de morale. Ils sont entraînés, ils sont bêtes et méchants, ils sont mathématiques, ils prédisent le prochain mot dans une phrase, quoi. Donc cette notion de responsabilité sur l'intelligence artificielle a éclose, et effectivement on a beaucoup de débats avec tout l'imaginaire aussi qu'on a, puisque tout le monde a vu des films, Terminator et tout, etc., donc sur la fin de l'humanité. Et demain, ça va continuer, ça continue à évoluer, notamment avec des évolutions comme le Small Language Models. Donc là, on veut des modèles plus petits, plus spécialisés, parce que la nouvelle bataille, ça va être le mobile, être dans l'edge, sur des matériels embarqués. On va faire tourner des modèles aussi. Et puis, la notion d'agent ou de Large Action Model, les LAM, qui vont rajouter une couche au-dessus de ces langages de modèles pour pouvoir faire du workflow, pouvoir autonomiser des agents qui vont réaliser des actions à notre place et commencer à interagir les uns avec les autres. Mais ça, ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui. Moi, je vais me concentrer sur les LLM et regarder, avec ce recul que j'ai, moi, du monde de l'open source. En fait, quand je regarde l'évolution qu'il y a dans les modèles de langage, cette courbe-là, ça me rappelle Internet et ça me rappelle open source. Donc ce que j'ai commencé à observer quand j'étais jeune, on va dire, à partir des années 94. Tout ça a commencé, c'est né dans les labos et les universités, avec des chercheurs qui ont l'habitude de faire de la recherche et de publier leurs travaux pour que d'autres reprennent leurs travaux et construisent au-dessus et qu'on fasse avancer la connaissance de l'humanité. C'est comme ça qu'on a fait les mathématiques, hein, voilà. C'est comme ça qu'on a fait l'open source, c'est comme ça qu'on a fait Internet. Et puis, avec des usages, et notamment la hype et ChatGPT, un usage d'individus de mass market qui a explosé complètement, avec waouh, ChatGPT c'est génial, ça permet de faire des choses, et donc la création de nouveaux usages et de nouvelles habitudes. Et là, on est dans la phase où ça rentre dans le monde de l'entreprise, comme l'a expliqué M. David ce matin, où là, toutes les entreprises se disent la GenAI, c'est un train qu'il ne faut pas que je rate. Quels sont les bénéfices que je vais en avoir? Mais alors, quels sont les points auxquels il faut que je fasse attention? Mais de toute façon, il faut que j'intègre ça, soit dans mes produits, soit dans mes usages, que je réfléchisse comment à ne pas me faire disrupter, ce genre de choses-là. Et si ça suit la courbe que j'ai vue avec Internet et avec l'open source, pour moi, ces briques-là, ça va devenir des commodités. Exactement comme Tomcat, c'est devenu une commodité, comme un certain nombre de composants informatiques qu'on a créés, comme aujourd'hui on considère comme des commodités le fait d'avoir des réseaux, et puis quand on voit la conf d'avant, on se dit « Ah ouais, attends, les réseaux, quand même, à la fin c'est physique et ça traverse la mer », et ça, voilà, on considère que c'est un acquis, quoi. Et donc on ne va plus aller se battre sur ces briques-là, on va aller construire au-dessus. J'ai parlé par exemple des agents, des frameworks multi-agents, ce genre de choses-là. Donc ça va se commoditiser. Donc la seule différence avec Internet et puis après avec l'open source, c'est que ça va beaucoup plus vite. En tout cas depuis 2010. Là, en 10 ans, 15 ans, c'est devenu complètement dingue. Et on voit les innovations vont très vite, on crée des nouveaux modèles chaque jour, de plus en plus puissants, de plus en plus larges dans le spectre des fonctionnalités qu'ils ont, etc. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est avec le recul qu'on a puisque je vois un pattern entre Internet et l'open source et la GenAI, c'est anticiper des choses et regarder des choses qu'on a vues dans l'open source. Avec ce regard-là, observer aujourd'hui le domaine de la GenAI et des LLM, et notamment explorer cette dynamique-là entre ouverture collaborative, qui vient du début, hein, des labos, etc., et la propriété commerciale, où on rentre dans la sphère où là, maintenant, on parle de milliards. Et OpenAI qui vient de lever 6 milliards d'euros, donc c'est le plus gros truc qui a jamais été fait dans l'IT, 6 milliards d'euros, de dollars, même pas d'euros, de dollars. Donc là, on voit qu'il y a du business, on est dans du dur et dans du lourd, quoi. Et donc ce que je propose, c'est de regarder ça via le biais des licences.
quelles sont les licences qui sont apposées au modèle et quelles restrictions on va avoir quand on va utiliser ou adopter un modèle et qu'on va essayer de le réutiliser par exemple, quoi. Puisque c'est des choses qu'on a vues aussi dans l'open source, où il y a pas mal de gens qui encore aujourd'hui, méconnaissent un peu l'aspect open source ou libre des choses, utilisent des composants, puis se rendent compte après qu'il y avait des contraintes qui étaient associées. Ben, quelles sont les contraintes qui sont associées à ces modèles-là qui pullulent aujourd'hui et qui ont pignon sur rue, quoi. Donc c'est ce que je propose d'observer ensemble. Et donc pour ce faire, moi je ne suis pas spécialiste du tout de la GenAI, hein, vous l'avez vu, moi je suis plutôt architecte, voilà, j'ai du recul sur l'industrie, etc. Je suis allé voir les gens de la R&D chez nous, qui eux font de l'IA depuis longtemps, de la GenAI ils regardent aussi, parce que dans le paiement, on est toujours en train de regarder comment on peut optimiser les choses, etc. Et je leur ai demandé, ben, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on regarde dans la construction d'un modèle, quels sont les éléments clés qu'il faut qu'on regarde pour évaluer l'ouverture ou pas d'un modèle. Donc là, on retrouve sur le schéma là. Alors, est-ce que ça marche ce bip là? Non. Donc on retrouve un schéma où on retrouve les trois grandes étapes. C'est assez simplifié, mais en gros, un modèle, il va être pré-entraîné avec une méthode de auto-supervision, on va dire. Et ça va permettre de créer sur un grand jeu de données. Donc là, on en a parlé encore ce matin. Hein. Ça va être l'ensemble de Wikipédia, l'ensemble des bibliothèques publiques ou privées. Ça, c'est encore d'autres problématiques. Mais en gros, tout ce qui a été produit comme connaissance par l'humanité. Et ça va être utilisé pour créer des modèles dits fondamentaux. Donc c'est des modèles qui sont génériques, qui ont le même niveau de connaissance qu'un humain, voire supérieur à un humain moyen, parce qu'ils ont tout Wikipédia, l'ensemble des bouquins qui sont dans une bibliothèque, etc. etc. Okay. Ensuite, ces modèles-là, ils peuvent être fine-tunés, donc moi je vais dire dérivés, spécialisés, à base d'un jeu de données qui va être plus restreint et plus spécialisé. Donc on prend un modèle générique et on veut le rendre plus spécialisé pour réaliser certaines tâches, par exemple. Ou il y a d'autres méthodes que je n'ai pas représentées ici. On veut augmenter son contexte avec le RAG, qui est un peu à la mode aussi aujourd'hui. Mais c'est comment injecter ou le focaliser sur une partie de données. Et ça va donner donc des modèles dérivés. Et puis il y a certains modèles qui sont en plus renforcés avec une interaction avec les êtres humains pour encore plus se spécialiser, encore plus être efficace dans le domaine pour lequel ils sont créés. Et on va retrouver donc des sources de données aussi tout en bas. Et souvent, en intermédiaire, il y a un deuxième modèle qui s'appelle le reward model, qui va être utilisé pour entraîner sur la base des inputs humains, réentraîner, créer des données synthétiques ou des paramétrages. Il y a des méthodes comme DPO. Je ne rentre pas dans les détails, c'est juste ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a des moyens d'entraîner encore plus loin le modèle, mais avec un deuxième modèle. Et donc, ce que m'ont dit les experts chez nous, ils m'ont dit, bon, bah, la première chose qu'il faut regarder, c'est le modèle lui-même, c'est clair. Et le modèle lui-même, ce n'est pas tellement la description du modèle ou le code qui permet d'implémenter le modèle, parce que ça, quand on est chercheur en AI et qu'on a lu un papier, on sait très bien réimplémenter la chose. L'ouverture, elle ne va pas jouer là, elle va jouer sur les poids du modèle. Donc le poids, qu'est-ce que c'est? Un modèle, hein, c'est un réseau de neurones, hein, si je simplifie énormément, avec toute la fonction mathématique qu'évoquait M. David tout à l'heure. Et donc il y a tout un paramétrage de ce réseau-là, où en fait, sur la base des datasets qu'on va injecter lorsqu'on va entraîner le modèle, finalement, ces données, elles sont engrammées, d'une certaine manière, sous forme de paramètres dans le réseau de neurones. C'est lorsqu'on a l'architecture du modèle plus les poids qu'on est capable de reproduire le modèle. Okay, il dit c'est plutôt ces poids-là, c'est surtout ça qui est intéressant de récupérer, parce que c'est ça qui permet de reproduire le modèle et après d'aller faire des choses, de le réentraîner, de le spécialiser, etc. Donc premier point, le modèle. Le deuxième, c'est les données. On l'a bien compris, et maintenant, les gens deviennent de plus en plus conscients que l'IA et les LLM, à la base, c'est des choses, ce qui va faire la puissance d'un modèle, c'est aussi ses données, sur quoi il va être entraîné. Et donc on a à la fois le dataset de pre-training, donc les gros datasets énormes, qui vont servir à créer des modèles fondamentaux, et des modèles plus petits qui vont servir à spécialiser, soit dans une version dérivée directement, ou soit avec une version qui a été spécialisée avec une interaction humaine. Il y a le modèle intermédiaire aussi, lorsque justement c'est à base de supervision et de renforcement avec des humains. Ça peut être intéressant de regarder. Et il va y avoir du code, et encore une fois, ce n'est pas tellement le code du modèle lui-même, c'est tout le code qui permet de faire tout le boulot.
de prendre les datasets, les préparer, les nettoyer, les mettre dans les bons formats, les envoyer dans tel pipeline, ensuite récupérer les données, les passer dans un autre pipeline, etc. Ça, le fait que ce code-là soit disponible ou pas, ça va faciliter d'autres à réutiliser le modèle, à réutiliser la même manière de procéder, voire à créer sa propre version du modèle. Donc sur ces 5 éléments principaux, moi ce que j'ai proposé du coup, c'est de créer une matrice qui part du niveau 0, c'est-à-dire l'artefact, l'élément ou l'asset qu'on regarde, il est complètement fermé, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a, jusqu'à 4, c'est complètement ouvert, et complètement ouvert, je prends ouverture au sens open source. Donc open source, c'est-à-dire je peux l'utiliser, je peux le modifier, et je n'ai pas de restriction à l'usage que j'ai des dérivés ou du modèle que je vais faire. Et entre ces 2 extrêmes-là, on va retrouver... C'est publié dans des documents de recherche, donc on n'a pas les éléments, mais des chercheurs peuvent justement déduire l'architecture, etc. etc. L'accès, il est restreint, mais c'est possible que si on a un accord spécial, donc soit on a payé le détenteur du modèle, soit il faut montrer patte blanche et montrer que c'est pour des travaux de recherche et tout, et là on peut avoir accès à l'asset, ou alors c'est ouvert, on peut l'utiliser, on peut le dériver, on peut le modifier, mais on va avoir des limitations. Et ce que je propose, c'est d'utiliser cette matrice-là pour regarder certains modèles et certains acteurs et justement naviguer ces eaux troubles, comme je vous disais. Donc, premier, OpenAI, puisque c'est l'origine de la hype, on va dire. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que OpenAI, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une entreprise, une organisation à but non lucratif. Le but, c'était pas gagner de l'argent, c'était faire évoluer la recherche de l'AI pour le bien de l'humanité, etc., etc. Bon, là, avec les 6 milliards qui viennent d'être levés, on voit que c'est plus du tout à but lucratif. Et ça se voit dans les modèles. Donc, la GPT, qui est l'implémentation de l'architecture Transformer, les premières versions, 1 et 2, c'était plus ou moins ouvert. Le modèle était complètement ouvert, on pouvait le réutiliser, on avait accès à tout, on pouvait créer nos propres versions, les dériver. Pas tellement d'informations sur le dataset et pas de code vraiment disponible à part ce qui est décrit dans les papiers de recherche. À partir de la version 3, et là on est en plein dans le boom là, il y a 2 ans, l'explosion de toute la hype et tout le business autour de la GenAI, bah là ils ont tout fermé. Voilà. C'est une boîte noire aujourd'hui. ChatGPT, qui est une version, on va dire, spécialisée de GPT pour l'interaction en mode chat conversationnel avec les humains, bah, c'est un article de recherche qui le décrit, mais on n'a plus du tout accès au contenu. Donc on voit là bien un changement de positionnement d'un acteur comme ChatGPT, d'OpenAI, qui a vu l'intérêt économique. Donc on est vraiment en cette phase entreprise et business. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que même si c'est fermé, il y a une clause. Et quand on regarde les conditions d'utilisation de ChatGPT, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est on ne peut pas utiliser les outputs, donc ce qui est créé par ChatGPT, pour entraîner un modèle qui serait concurrent d'un modèle d'OpenAI. Donc en gros, on ne peut pas entraîner des LLL commerciaux. Ou alors sinon, il faut dealer avec OpenAI. Ça, c'est un point important, on va le voir pour la suite. Google, Google, acteur majeur, puisqu'ils étaient à l'origine de l'architecture Transformer quand même. Donc au début, eux, pareil, mode recherche, etc. Google BERT, modèle complètement ouvert, le code disponible, donc tout le monde on y va, on peut continuer à créer ses propres modèles, etc. Sur le dataset, il était accessible, mais selon certaines conditions. Là, pareil, avec la hype et l'explosion de tout le business dans ce domaine-là, d'abord avec la première version de leur LLM Palm, puis Palm 2, puis maintenant Gemini, là, ils ont commencé à fermer les choses aussi. Donc, en fait, c'est juste décrit dans des papiers de recherche, un peu de la manière similaire à ChatGPT. Mais ils sont plus pragmatiques, Google, et ils se sont rendus compte que l'aspect open et collaboratif, ça avait quand même de la valeur. Et donc, récemment, là, ils ont publié une version plus ouverte qui s'appelle Gemma, qui est associée ou dérivée de Gemini. On ne sait pas exactement à quel point, mais clairement, le modèle, il est disponible, il est ouvert, on peut réutiliser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils fournissent toute une toolchain pour facilement spécialiser et fine-tuner ses propres modèles sur la base de Gemma. On n'a juste pas trop d'infos sur le dataset qui est utilisé pour l'entraîner. Je suspecte que c'est à peu près le même dataset que Gemini. Okay. Donc là, on voit aussi un Google qui a changé sa stratégie, puis qui a à un moment donné dit « Attendez, il faut qu'on revienne sur cet aspect open source et communautaire ». Mais là, pareil, il y a la notion de responsabilité qui est apparue, et les gens de Google ont dit « Bon, oui, mais on ne voudrait pas que des gens qui utilisent Gemma et qui créent leur propre modèle fassent des choses qui ne sont pas bien ».
Et pas bien, ça on l'a vu, l'éthique, c'est pas une chose que l'IA connaît, donc c'est les humains qui essayent d'encadrer ça. Et on voit tous les efforts qu'il y a aujourd'hui au niveau des gouvernements, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., pour essayer d'encadrer tout ça. Donc pas bien, eh ben, il y a une liste. Donc pas d'activité illégale, profession illégale exercice illégal de certaines professions, abus, violence, surveiller des gens sans qu'ils soient au courant, et des choses qui sont liées au traitement humain pour les droits ou le bien-être. Okay, ça, le fait qu'on mette des restrictions à l'usage, pour un puriste comme moi, ça veut dire que c'est pas open source. Puisque l'open source, on dit, vous faites ce que vous voulez avec le logiciel, on n'a pas à vous guider, à vous expliquer ce que vous allez faire. Donc il n'y a pas de responsible open source aujourd'hui dans les softwares. Enfin, il y a quelques licences qui essayent de faire ça, les licences éthiques, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc voilà, c'est juste à noter. Donc attention, puisqu'il peut y avoir des restrictions aussi sur les conditions d'usage du modèle. Okay. Donc il y a d'autres acteurs majeurs aussi. Donc quand je dis acteurs majeurs, c'est les acteurs classiques de l'IT qui sont présents dans le domaine. Aujourd'hui, ils essaient de rattraper leur retard parce que là, on a vu, c'est une ruée vers l'or. Hein. Tout le monde veut essayer de faire du business dans le domaine et on les comprend. Et donc ils vont travailler à deux niveaux. En gros, si je simplifie, ils vont créer leur propre modèle. Pour eux aussi être dans la course, qu'ils soient ouverts ou pas, et ils vont s'associer où ils vont se débrouiller pour avoir de l'infrastructure. Parce que ces modèles-là, surtout dans cette vision-là très centralisée, on a besoin de beaucoup de ressources, beaucoup d'infrastructures pour les entraîner, mais même pour faire l'inférence. Et l'inférence, c'est pour les faire tourner. Et donc on voit avec des acteurs comme Microsoft qui très tôt s'est associé avec OpenAI, s'est associé, c'est-à-dire en investissant notamment sous forme de prêt de ressources matérielles. Et donc on le voit hein, avec tout le drame qu'il y a eu autour de l'avenir de Sam Altman et tout, que Microsoft a du poids sur la stratégie d'OpenAI, hein, très clairement. Ça a peut-être changé avec les 6 milliards qu'ils viennent de lever. Mais par ailleurs, Microsoft a créé ses propres modèles comme Phi-3 qui est un small model. Donc on voit bien que Microsoft, qui travaille aussi dans les téléphones, etc., est en train de préparer aussi des modèles plus petits pour pouvoir les faire tourner dans de l'embarqué, par exemple. On a Amazon. Amazon qui a une posture classique Amazon de dire moi je suis une plateforme donc je vais être plutôt agnostique mais quand même qui a fait un gros partenariat avec Anthropic. Anthropic c'est les gens qui font le modèle Claude, okay, mais par ailleurs ils savent héberger d'autres modèles dont des modèles ouverts, on verra, et ils ont leur propre modèle Titan que pas grand monde connaît. On a les gros acteurs comme Apple, comme IBM qui se positionnent également. IBM avec la famille de modèles, on va dire Granite ou Granite, ça dépend comment on la prononce, qui est plutôt ouvert. On voit Oracle qui était un petit peu en retard dans cette course-là, qui s'est associé avec XAI, donc avec Elon Musk, et le modèle Grok, et donc pour faire tourner Grok sur des infrastructures. Donc on voit bien que les hyperscalers, les fournisseurs de ressources, ils sont en train de s'associer ou de créer leur propre modèle, comme en Chine, avec Alibaba qui a créé un modèle qui est plutôt ouvert et qui le fait tourner aussi en mode cloud sur ses propres infrastructures. Donc on voit qu'il y a ces positionnements qui sont en train de se faire. On est vraiment dans cette phase-là de l'entreprise et du business. Bon, il y a un acteur dont je n'ai pas beaucoup parlé, et pourtant qui est très important, c'est Meta. Meta, ce qui est intéressant de voir, c'est que Meta, ils ne vendent pas de l'infrastructure à la base. Alors peut-être que ça explique leur positionnement. Eux, au départ, avant l'explosion des LLM et de la hype, ils avaient publié le modèle Roberta. Bon, du nom, vous déduisez que c'est basé sur les transformers et sur BERT. Donc ils étaient en mode complètement ouvert, hein, à la fois sur le modèle et sur le code. Le dataset, là, il y avait déjà plus d'informations. On a plus d'informations sur le dataset, mais il y a certaines limitations sur l'utilisation des données qu'on peut faire, etc. Avec l'explosion de la hype, est sortie la nouvelle génération de modèles de langage, avec Llama, qui est ouvert, mais avec certaines limitations. En revanche, on n'a pas tellement d'informations sur les données ou sur le code. Mais ce qu'ils ont fait, alors, ça a fuité les poids, ça n'a pas fuité, peu importe, au final, et c'était vraiment le premier acteur majeur à le faire, à dire on publie un modèle et on autorise d'autres à l'utiliser et à en dériver des versions. Alors, autorise, mais, encore une fois, il faut lire les conditions commerciales, il y a quand même des limitations. Donc là, c'est tiré des Additional Commercial Terms de Llama, Llama 2 en l'occurrence, version 2, et en gros ça dit si vous faites une plateforme qui vend du service basé sur Llama et qui fait plus de 700 millions d'utilisateurs mensuels, il faut venir nous parler. Donc en gros on va discuter business.
Donc attention, il peut y avoir des clauses de protection commerciale. Donc souvent, Yamaha c'est montré comme un modèle open source, par exemple. Alors déjà, vous avez compris que ça dépend ce qu'on regarde et que c'est pas forcément open source, mais on voit aussi qu'il peut y avoir des contraintes commerciales. Et puis avec la version 3, ils ont rajouté aussi quelque chose. Dans la redistribution, ils autorisent toujours la redistribution, mais c'est comme le CC machin buy là, buy des Creative Commons. C'est-à-dire, maintenant, il faut citer que c'est basé sur Yamaha 3 votre modèle. Faut préciser, et là, vous êtes obligé maintenant par la licence. Et d'ailleurs, le nom de votre modèle doit commencer par Yamaha 3. Comme ça, au moins, c'est très clair. Voilà. Donc ça, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des contraintes de ce genre-là qu'on n'a pas forcément en tête quand on n'a pas regardé ces notions-là. Et donc, c'est ce qui a permis. Comme Meta a autorisé la réutilisation de leur modèle, dans le monde universitaire, donc il y a 2 universités, je prends un exemple ici de 2 universités aux États-Unis, donc qui ont créé des versions dérivées, fine-tunées de Yamaha, Alpaca Vicuna. Bon, qui a dit que les chercheurs n'avaient pas le sens de l'humour, Yamaha, Alpaca, bon voilà. Donc ils ont à peu près le même profil, c'est le modèle, il est ouvert et le prix de training dataset, la recherche est limitée. En gros, ils ont hérité le niveau d'ouverture du modèle fondamental sur lequel ils sont basés. Ils n'ont pas changé le dataset, ils n'ont pas changé le modèle de base. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un dataset supplémentaire pour faire le fine-tuning et du code supplémentaire pour réaliser tout ça. Donc le code, lui, il est complètement open source, sous licence à page 2, ouverture maximale. Le dataset, le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils ont utilisé des résultats publiés par OpenAI pour générer le dataset pour entraîner le modèle. Et donc à partir du moment où on fait ça, rappelez-vous la limitation qu'avait mis OpenAI, vous ne pouvez pas entraîner un modèle commercial. Donc eux, double héritage, modèle fondamental sur lequel ils se basent et son dataset, et aussi le dataset de fine-tuning, puisqu'ils utilisent des choses qui viennent d'OpenAI via le projet ShareGPT qui permet de partager des prompts et des résultats sur Internet. Voilà. Donc attention à ce genre de choses-là aussi. Et donc après, il y a d'autres acteurs aussi qui existent. On le voit là plus dans le monde de la recherche, etc., qui se sont dit, bon, alors nous, on voudrait créer des modèles fondamentaux, encore plus ouvert et pour permettre justement cet aspect collaboratif et open, communautaire de se développer. Donc là, j'ai mis juste quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'effectivement, si je prends Eleather AI avec GPTJ, c'est une organisation à but non lucratif, où clairement le modèle, il est accès complet avec dérivation possible et pas de restriction sur ce qu'on va faire sur la base de GPTJ. Sur le dataset, il y a des limitations, et on va voir lesquelles. Dès que c'est du 3 dans ce tableau-là, en général, c'est soit lié à des clauses concurrentielles, comme je l'ai vu, soit sur de la responsible AI. Mais le code est complètement ouvert. Aux Émirats arabes, Falcon, donc un institut de recherche aussi, l'UAE, là, a aussi créé un modèle qu'il a décidé de publier sous une licence qui était ouverte. Pas d'accès, et là c'est intéressant, on a vraiment accès au dataset et on verra qu'il y a d'autres modèles qui vont réutiliser le dataset de Falcon pour entraîner leur propre modèle, puisqu'il y a bien 2 grands assets, il y a le modèle et le dataset, vous l'avez compris maintenant. Par contre, quelques instructions générales sur le code, comme sur OpenYama par exemple. Après on va retrouver d'autres au niveau Europe, Bloom, donc qui était un regroupement de pas mal de labos de recherche en Europe pour créer un modèle européen. Là, ils ont décidé de créer un nouveau type de licence qui s'appelle OpenRail. Donc Rail, c'est Responsible AI License. Donc là, on voit, c'est ne faites pas le mal avec cette licence, on veut encadrer l'usage qui va en être fait, etc., etc. Et puis, on a même des entreprises, et le cas de Mistral, qui est une entreprise française, d'origine française, par des Français, on va dire, franco-américaine maintenant, on va dire, vu les montants qui sont engagés dans la boîte. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des entreprises donc, qui ont un business model, qui se positionnent aussi dans ce domaine-là en disant, nous, on veut créer un modèle, Mistral, qui va être réutilisable. On veut permettre d'autres de l'utiliser, de le fine-tuner, de créer leur propre version sur notre base. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fournit tout le code. En revanche, on n'a pas d'informations sur le dataset. Okay. Et donc effectivement, là je prends l'exemple de Falcon, donc ça c'est tiré de la licence de Falcon, c'est à page 2, mais il y a des modifications. Et ils disent même, vous devriez lire la licence avec attention. Donc ils ne pourraient pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Quand on va sur Gitface, j'en parlerai un peu, qui est un peu le GitHub des modèles aujourd'hui, c'est labellisé à page 2. Mais c'est à page 2 étoile. Hein.
Étoile, c'est, attention, vous pourriez avoir besoin de nous discuter avec nous si vous voulez offrir Falcon as a service, ou quelque chose qui est dérivé de Falcon. Donc là, à nouveau, attention aux licences, attention aux protections commerciales que peuvent mettre les fournisseurs de modèles dans le fait de les distribuer, quoi. On a des licences open source, certes, mais qui sont modifiées. Donc, du coup, qui ne sont pas forcément open source. Mistral, j'en parlais, c'est intéressant, c'est un bon exemple. Alors je parlais de cuisine française, etc. Parce que la cuisine, notamment en France, c'est tout la sauce. C'est la sauce qui va faire la saveur de la sauce du plat. Et donc en France, on est spécialiste des mélanges et tout. Et c'est ce qu'on fait avec Mistral AI. C'est très intéressant. C'est un bon exemple pour montrer un peu l'innovation et tous les types de mélanges qu'on peut avoir dans les positionnements. Donc il y a 2 niveaux. Le premier, c'est les modèles eux-mêmes. Donc Mistral, donc ça a été créé par des Français, mais qui venaient de DeepMind, de Meta, etc. Qui sont on est très calé en France sur la partie intelligence artificielle. Donc avec la publication du modèle Mistral 7B et Pixtral en mode multimodal, où on a rajouté la capacité à traiter les images aussi, voilà, qui sont sous licence ouverte. On peut réutiliser le modèle et le construire. L'implémentation d'une architecture qui s'appelle Mixture of Experts, qui permet en gros de paralléliser plusieurs modèles qui sont un peu spécialisés, d'avoir quelque chose qui dispatche, et en fonction de la tâche qu'on demande au modèle principal, il va router vers tel ou tel autre modèle, ce qui permet d'augmenter sa capacité en parallélisant. Donc, ça s'appelle Mixtral, et il mixe aussi à la fois des modèles fondamentaux et des modèles dérivés, par exemple Mathstral, donc tout finit par Stral, vous l'avez compris, qui est plus spécialisé sur des mathématiques. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant à voir aussi en tant qu'entreprise, c'est le mélange de business model et de licences qu'ils ont mis autour de tout ça. Donc ils ont des modèles dits open source. Vous comprenez pourquoi maintenant je mets open source entre guillemets, mais qui ouvert, on va dire. Et par exemple, le SDK Mistral Fine-Tune est vraiment fourni pour que n'importe qui puisse réutiliser Mistral et le réentraîner, en faire une version fine-tunée, etc., etc. Il y a des modèles commerciaux qui là on prend une licence et ils sont optimisés, supportés par l'entreprise avec une version small, large, embed. Embed, c'est pour créer des embeddings, notamment pour faire du RAG. Okay. Et plus récemment, avec CodeStral, qui est un modèle spécialisé pour la génération de code, ils ont innové, entre guillemets, en créant la Sustainable Openness, donc l'ouverture durable. Donc c'est un nouveau business model où, en gros, c'est une licence hors production. Donc on peut l'utiliser, c'est ouvert si vous l'utilisez en production. Donc là, on voit quelque chose, moi qui viens du monde de l'open source, ça me rappelle Community Enterprise Edition. Voilà. Donc on retrouve ce modèle. Donc on voit bien qu'il y a des innovations qui ont eu lieu dans le monde open source qui sont en train de se dupliquer dans le monde de la GNI. Intéressant. Et puis sur cette licence Mistral Non-Production License, en gros, si vous faites du test, de la recherche, usage personnel ou de l'évaluation d'environnements qui ne sont pas en production, c'est complètement ouvert. Sinon, c'est fermé. Donc c'est pareil, c'est des manières de protéger un petit peu, faire des protections commerciales, c'est une entreprise. Pareil, là, dire, et si vous fournissez Mistral as a service derrière une API en mode SaaS, etc., là aussi, il faut venir discuter avec nous. Et ça rappelle ce qu'on a observé, pour ceux qui ont suivi ça dans le monde de l'open source, la réaction de l'open source au monde du cloud. L'open source a été créé, les licences libres open source, elles ont été créées avant l'ère du cloud. Et quand le cloud est arrivé, il y a eu une guéguerre entre des projets open source et des fournisseurs de cloud parce qu'ils disaient, ouais, mais ils ne distribuent pas le logiciel, donc la licence ne s'applique pas. Mais en même temps, ils ne contribuent pas au projet, ni financièrement, ni sous forme de code. Donc on va changer nos licences. C'est pour ça qu'il y a eu Elastic qui a créé sa licence, MongoDB, Terraform plus récemment, etc. etc. C'est pour contrer en fait ces choses-là. Et là, on voit un peu le même genre de choses, exactement comme on l'a vu dans le monde de l'open source, sur les modèles de GenAI. Donc, puisqu'on a créé ces modèles-là, Meta puis d'autres, et qu'on autorise d'autres à les utiliser et à les étendre, il y a des gens qui l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autres acteurs du marché. Donc là, on le voit, j'ai un autre tableau, dans lequel je vais passer relativement rapidement aussi, mais déjà, vous avez vu la différence, déjà, il y a plus d'entreprises qui se disent, tiens, nous, on va essayer de créer notre propre modèle là. On a aussi des consortiums. Donc les 2 dernières colonnes, je vais les commenter à la fin. Je vais me concentrer sur les 3 premières, les entreprises américaines. Là. Donc Databricks, qui a créé son modèle Dolly. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont basés sur le modèle GPT-4J
donc de Elifer AI, que j'avais listé dans le tableau précédent. Donc ils héritent le niveau d'ouverture du modèle fondamental, et eux, ils ont rajouté tout un dataset qu'ils ont créé eux-mêmes, avec l'ensemble de leurs employés, etc., et qu'ils ont mis sous une licence complètement ouverte, on peut dire même open source, parce qu'on peut la réutiliser, il n'y a pas de restriction sur l'usage qu'on peut en faire, etc. Et d'ailleurs, vous le voyez, dans la colonne 2, Bloomchat a réutilisé le dataset de Dolly pour entraîner son propre modèle. C'est ça que ça permet, hein, ces licences-là. Et c'est là où je parle d'écosystème et de travail collaboratif. Pas d'informations sur le reward model, que ce soit d'ailleurs sur Dolly ou sur Bloomchat. Et le code, en général, il est soit open source, soit effectivement des gens qui disent « oui, mais on ne voudrait pas faire le mal, etc. » Donc, ils réutilisent la licence OpenRail pour dire « c'est pas pour faire tout et n'importe quoi ». Ok. Bloomchat, de son nom, on déduit qu'ils sont basés sur Bloom, modèle fondamental que j'avais présenté précédemment. Et donc, on l'a vu, ils ont utilisé, et c'est ça la puissance du collaboratif et de cette manière de faire, on va dire, à la open source, utiliser des briques faites par d'autres, donc Dolly et Lion aussi, qui est un dataset créé par des communautés en Allemagne, qui est très dynamique dans ce domaine-là. Intéressant aussi, c'est Zephyr. Donc Zephyr, c'est un modèle qui a été fine-tuné par Hugging Face sur la base de Mistral. Donc il hérite les niveaux d'ouverture de Mistral sur les deux premières lignes. Le truc, c'est qu'ils étaient à but de recherche, donc pareil, ils ont utilisé des données qui venaient d'OpenAI pour faire leur dataset d'entraînement. Donc a priori, ils ont cette limitation, ils héritent la limitation. Pas de solution commerciale à base de Zephyr. Alors tout ça, est-ce que ça tient devant une cour ou pas, hein? Ça, je ne sais pas le dire. C'est valable aussi dans certains cas dans l'open source. Mais en tout cas, ça dénote de l'intention initiale des gens qui vous ont partagé le modèle. C'est quand même ce qu'ils voulaient que vous fassiez ou pas avec leur modèle. Donc à prendre en compte. Bon, et puis il donne des exemples de code à la fois pour le reward model. Donc c'est la première fois qu'on commence à avoir un peu des choses sur comment encore plus améliorer le modèle là. Et puis pour tout le heavy lifting des process et de la création du modèle. Les deux derniers sont intéressants, ils sont un peu plus récents. C'est des consortiums, donc là on vient encore un peu du modèle de la recherche, leur mix recherche-entreprise, qui disent nous on veut créer des modèles encore plus ouverts, on va faire le plus ouvert. Donc à chaque fois que ça sort, ils disent nous on est le plus ouvert, on est open source, ça y est. Donc LLM 360, du nom on en déduit qu'ils se disent bon alors on a regardé tout le spectre, on va essayer d'être ouvert sur l'ensemble. Donc le modèle il est complètement open source, dans le sens où on peut le dériver et on n'a pas de limitation sur ce qu'on peut faire avec. Sur les datasets, ils sont allés utiliser des datasets qui ont été produits par d'autres communautés qui étaient déjà ouvertes, donc Red Pajama, le dataset de Falcon, Starcoder, etc. etc. Projet de recherche, ils sont basés à nouveau sur les résultats d'OpenAI pour faire leur dataset de fine-tuning. Donc attention aux limitations que ça peut avoir, notamment pas d'usage commercial. Pas d'informations sur le reward model et le code est open source. Et puis Olmo, qui est un peu plus récent, publié par le Allen Institute of AI. Le modèle est complètement open source. Ils sont quasiment ouverts. Là, ils ont du 3 dans le pre-training dataset et fine-tuning dataset parce qu'ils ont mis des causes responsible AI. Mais c'est vraiment un modèle qui est intéressant puisque là, il donne vraiment accès aux données qui ont permis d'engrammer et de créer le modèle. Donc quand on veut se dire garbage in, garbage out, pourquoi le modèle il fait ci, il fait ça et tout, on a plein de mécanismes aujourd'hui qu'on met en place, des guardrails pour essayer de corriger, détecter que le modèle il hallucine pas, il dit pas n'importe quoi, etc. Mais à la base, c'est parce que ça dépend des données aussi qu'on lui donne en entrée. Donc quand on a une vision et quand on sait ce qu'il y a dans les datasets, sur quoi ça a été entraîné, bah, les biais humains, ils se retrouvent dans le modèle si on ne fait pas attention, quoi. Et notamment Ultra Feedback sous licence MIT, donc open source aussi, sur le reward model. Donc on voit qu'il y a des gens vraiment qui essaient d'aller de plus en plus loin dans ces modèles de plus en plus ouverts. Et donc là j'ai repris la restriction d'Olmo. Donc on retrouve sur différents types de licences, mais en gros, là, c'est à nouveau, faites pas des choses militaires avec, de la surveillance. Il faut bien préciser que ça a été généré par une machine et pas embrouiller les gens. Et puis un certain nombre d'usages que je veux interdire. Donc pas de processing biométrique, pas de mésinformation, pas de Predictive Administration of Justice, Law, Immigration, etc., etc. Donc oui, c'est vrai que c'est important la responsible AI et de se dire il ne faut pas faire le mal, mais le mal, ça dépend qui le définit. Par exemple, si on est une société dans la santé, qu'on se dit tiens, je vais utiliser un modèle, dériver un modèle pour aller faire des prédictions et tout, il faut regarder la licence parce que potentiellement, il y a des gens qui peuvent dire non, je ne veux pas que tu fasses des choses qui relèvent du domaine de la santé. Donc il vaut mieux le savoir avant d'investir. Oui. J'accélère à fond. Donc j'ai parlé du moment Linux de la Gen AI,
quand je comparais ça à l'open source, il y a aussi d'autres axes qui font. Là, j'étais basé sur la partie vraiment licence. Les autres axes, c'est quoi? C'est des écosystèmes qui se créent, notamment autour d'outils et d'usages collaboratifs. J'en ai cité quelques-uns ici. Archive, c'est pas du tout lié que à la GenAI, c'est clair, mais c'est une plateforme qui permet de partager des travaux de recherche. Et donc, les chercheurs, très vite, peuvent retrouver les informations et travailler de manière collaborative dessus. On a des outils comme Jupyter Notebook, qui vient du monde de la data science, qui permet d'exécuter du code de manière interactive et de mélanger ça avec du texte explicatif, etc. Et de facilement partager des recettes, des manières de faire, d'expliquer une manière de construire un procédé. Et puis on a GainFace, qui est une entreprise aussi créée par des Français, mais aux États-Unis quand même, qui a pivoté à un moment donné dans son histoire et qui est devenu le GitHub des LLM, et donc qui est devenu aujourd'hui une énorme plateforme sur laquelle on peut partager des modèles avec des niveaux d'ouverture plus ou moins importants, comme je l'ai expliqué, mais aussi des datasets, des applications d'exemples, etc. Et donc tout ça, ça crée des communautés, ça crée toute une émulation autour de ces choses-là, avec des gens qui vont réutiliser les modèles des autres, les mixer avec des datasets des autres, créer leurs propres modèles, leurs propres datasets, les repartager, etc. Et on l'a vu, ça fait de l'émergence aussi de nouveaux business models. Deuxième axe, c'est la partie matérielle. Pour faire tourner ces modèles-là, on a besoin de beaucoup de ressources, voire de ressources spécialisées, notamment les GPU, Graphical Process Unit, mais aussi d'autres types de processeurs qui ont été créés, spécialisés pour faire du calcul matriciel, ce genre de choses-là. Donc pour pouvoir démocratiser l'utilisation des modèles, il y a besoin de travailler aussi sur cet aspect matériel, à deux niveaux. D'abord, des gens qui créent des puces de plus en plus spécialisées sur les AI, on voit Intel, ils sont en train de travailler à fond dessus, et d'ici quelques années, il n'y aura pas un PC qui sortira et qui ne sera pas capable de faire tourner des modèles de langage, hein, c'est clair. Intel et d'autres sont en train de travailler dessus. Il y a une autre méthode aussi qui est de dégrader la qualité ou la précision d'un modèle. Donc en gros, on transforme un float en int, hein. En gros, ça prend moins de place, et de pouvoir faire tourner ça sur des CPU. Et donc de pouvoir faire tourner sur un PC dans un container et de commencer à bâtir des architectures, à développer en local. Et puis il y a un autre axe qui est la décentralisation. J'ai entendu M. David qui a reparlé de blockchain. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment décentraliser l'entraînement et l'inférence. Il y a des choses intéressantes qui se passent de ce point de vue-là. C'est pas obligé d'être en mode blockchain uniquement. Ça peut être juste même du crowd training. Des individus, il y a des datasets qui ont été créés comme ça pour pouvoir entraîner des modèles sur la base d'input d'humains. Et puis dernier axe, c'est tout l'écosystème, et ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'outils, de frameworks, etc., qui se développent, qui pullulent et qui facilitent l'utilisation de ces modèles pour créer des applications à base d'intelligence artificielle, ou l'émergence de standards, et ça on est vraiment dans ce que produit l'open source naturellement lorsqu'on le laisse bougeonner comme ça et créer, avec par exemple LangChain, ça c'est un exemple de framework assez connu pour créer et abstraire finalement les modèles avec lesquels on va interagir, qui a existé en version Python d'abord, puis Node.js JavaScript, on va dire, ou TypeScript, et LangChain 4j en Java. Donc on voit qu'on va au-delà de Python, et ça correspond au fait que ça sorte des labos et des langages de prédilection des data scientists, et ça commence à rentrer dans le monde mainstream. Et puis, avec le fait de ne pas réinventer la roue, le principe Unix est repris aussi dans les communautés open source, on va faire une chose, on va la faire bien, et on va plutôt essayer de permettre l'interaction, l'intégration avec d'autres composants pour créer quelque chose de plus haut. Et donc c'est ça qui fait émerger des standards, par exemple pour échanger les modèles avec Onyx, qui est plutôt structuré, organisé, etc. Ou de facto GGML, qui est le format du projet Yama C++, qui est au milieu, là, dont je n'ai pas parlé, qui est un projet qui permet de faire de la quantisation. Et on retrouve énormément de modèles, notamment sur GainFoot, qui sont passés par Yama C++ et qu'on peut faire tourner, par exemple, sur un PC. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Premièrement, on voit bien qu'il y a un continuum entre des API qui se sont fermées pour certains des acteurs, je parle par exemple d'OpenAI ou d'une certaine manière Google dans une première partie de leur positionnement stratégique, et il y a des gens qui visent ce que j'appellerais de la free AI, mais free comme as in freedom. Donc c'est la différence entre free et open source. Donc complètement ouvert, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limitation, etc. Et entre les deux, il y a toutes les nuances de gris. Et donc c'est là où il faut regarder. On parle souvent d'open weight, c'est-à-dire oui, les poids sont disponibles, donc on peut accéder au modèle, mais il faut regarder
qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert. Il n'y a pas que le modèle, il y a les datasets. Il faut regarder si on a accès aux datasets. Et si ces datasets, ils ont des restrictions dont le modèle va hériter. Il y a la transitivité si on s'est basé sur un modèle fondamental. Il peut y avoir des clauses de concurrence, comme je l'ai expliqué, et il peut y avoir des restrictions liées à l'IA responsable. Et puis, dernier point, on voit, dans l'évolution que j'ai vue, moi, que j'ai observée dans le monde open source, on est passé de la recherche ouverte à un marché concurrentiel, on est en plein dedans, hein. J'ai le plus gros modèle, maintenant j'ai le modèle avec le plus gros contexte, le plus grand nombre de paramètres, le plus grand nombre de modalités, etc. etc. C'est très bien, ça permet de générer de la concurrence et de l'innovation, mais on est déjà en train de passer dans un écosystème compétitif où il y a des gens qui sont en compétition, mais qui collaborent aussi sur certaines... Je suis à la fin. Et donc l'ouverture facilite la réutilisation et la collaboration. C'est ce qui a fait l'émergence des écosystèmes open source. C'est ce que j'observe aussi aujourd'hui dans le monde des LLM et de la GenAI. Et cette collaboration-là, comme je l'ai dit en introduction, entraîne la commoditisation et l'innovation, puisqu'on va commencer à créer au-dessus de ces briques de LLM qui seront devenues plus un sujet de compétition. C'est plutôt, on va augmenter les marchés sur cette base-là. Donc en conclusion, tout ça, c'est un peu comme je l'ai observé avec l'open source. Donc il y a des modèles, il y a des business models qui se créent. Et l'AI et l'open source sont vraiment compatibles. Et à mon avis, en mariant les deux, on va aller encore plus loin. Voilà, merci beaucoup. Voici les QR codes si vous voulez récupérer les slides. Et puis le QR code pour donner vos feedbacks. Voilà, si vous avez des questions, ce sera après du coup. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié la petite séance d'étirement du nerf vague au début.